Bon dimanche tout le monde et bienvenue et bon festival du cinéma. Hey, on est super content d'être là, on est super content d'avoir un festival du cinéma. Quelle chance on a en Abitibi-Témiscamingue. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois à Mojito Electro, le podcast de la communauté Avantage numérique. On n'arrête pas le progrès, hein? Cette fois-ci, on est en Facebook Live. C'est une première pour nous. C'est une révolution, non seulement parce que maintenant, il y a tout le monde entier qui peut nous suivre, mais aussi parce qu'on ne peut plus animer en jogging à partir de maintenant. On est bien déçus. Fait qu'on vous révèle notre secret. Sans plus attendre, je vais vous présenter ma comparse de toujours, de Mojito Electro, celle qui est toujours là quand c'est le temps d'un 5 à 7, l'inqualifiable Camille Barboteau. Allô Maud, j'aime bien vraiment les surnoms que tu me donnes. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on le fait, puis à chaque fois Maud elle doit changer de surnom pour me qualifier. Donc c'est vraiment drôle. À la fin je pense qu'on va avoir fait tout le dictionnaire. Mais là j'ai abdiqué, là, j'ai dit ça va être l'inqualifiable, là, ça y est. Parfait. Moi je suis vraiment heureuse d'être là. Puis c'est une première fois en fin de compte pour nous au Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Et je dois l'avouer que le fait d'être en live Facebook aujourd'hui, j'étais un peu stressée. C'était quand même un peu la petite coche au-dessus, j'ai fait comme « Oh my God !» Mais bon, tout va bien se passer et je suis bien contente d'être là. On a sorti le bling-bling, oui. On devrait être correct, Alors aujourd'hui, on est quand même vraiment content d'être là puis de s'incruster, non seulement s'incruster dans un nouveau party, parce que nous autres, on cherche des gangs constamment, mais on va enfin pouvoir parler de cinéma aujourd'hui. Le cinéma, c'est une forme d'art qui est quand même assez jeune, donc ça a débuté à la fin du 19e siècle, alors on parle d'à peine 125 ans. C'est tout un langage qui s'est développé autour de ces technologies-là, parce qu'il met surtout le mouvement au cœur des codes plastiques. Donc, on parle de découpage, de plan, de rythme. Plus tard, le son, la couleur sont apparus également. En fait, le cinéma a toujours été une discipline qui est assez immersive en soi et qui a su se développer en suivant les technologies de son temps. Et c'est encore toujours aussi vrai aujourd'hui. Alors qu'on pense aux plateformes de distribution de masse qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de les nommer? Je ne pense pas. Je vais éviter de leur faire de la pub. Il y en a assez comme ça. À l'émergence de la mobilité aussi, hein, maintenant, on peut se promener, on peut filmer ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, et le diffuser même en temps réel sur les différents réseaux. Au support aussi de diffusion qui se diversifie. Alors, la vidéo est utilisée maintenant partout, puis dans des expériences qui sont de plus en plus numériques, immersives et même interactives. Alors, tout ça, ça fait évoluer pas mal les codes, puis on voit apparaître des nouvelles formes d'écriture qui changent notre façon de raconter et de recevoir les histoires. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec nos invités, que je vais te laisser le soin de nous présenter, Camille. Alors, aujourd'hui, on accueille plusieurs invités. Donc, Louis-Paul Willis, professeur en création et nouveaux médias à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Louis-Paul. Bonjour. On accueille aussi Rachel Roy, réalisatrice du documentaire « Danser sous la pluie » qui sera diffusé pendant le festival lors de la soirée de clôture ce jeudi 5 novembre. Rachel est une des fondatrices de Les Frangines, une entreprise de gestion d'activités événementielles en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors, on va débuter sans plus tarder, mais premièrement, Rachel, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de ton film puis de la démarche de création qui vient en arrière, parce que c'est assez particulier aussi, ton expérience. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? Oui. En fait, l'idée m'est venue à la suite de rendez-vous avec un de mes médecins qui m'a dit « Tu es jeune, on ne sait pas pourquoi tu as le cancer, mais qui sait, un jour, tu seras peut-être ambassadrice. » Puis moi, je suis sortie de son bureau, puis je me suis dit « Il a bien raison, lui. Moi, je vais guérir, puis je vais aider les autres qui vont avoir à traverser cette épreuve-là. » Et quand on apprend qu'on a le cancer, on a plein d'idées qui nous viennent en tête. Et j'allais lire jour et nuit sur Internet, puis j'aurais aimé ça, savoir c'était quoi la vie avec le cancer. Est-ce que j'allais être capable de m'occuper de mes enfants? Est-ce que j'allais être KO sur le divan? Et ça, j'ai pas trouvé. Fait que je me suis dit, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un film sur la vie avec le cancer. C'est sûr que c'est très différent d'une personne à l'autre, mais au moins, je vais être un exemple parmi tant d'autres. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mise à filmer mon quotidien. Et au départ, moi, dans ma tête, je rencontrais, parce que j'avais un rendez-vous avec Dominique Leclerc pour lui montrer mes images. Et dans ma tête, il prenait le projet en main, puis il me planifiait des tournages et tout. Mais c'est pas ce qu'il me dit. Il me dit « Rachel, c'est super ce que tu filmes, continue comme ça. » Et il m'a coaché.
OK, gars, vire ton cellulaire, faudrait que tu filmes à l'horizontale. Il me fait acheter un micro et il me dit filme ce que tu vois. C'est dans la salle d'attente, filme ce que tu vois, Rachel, pour avoir des plans de coupe par la suite. Donc, je suis partie avec mon cellulaire, puis je me suis mise à filmer mon quotidien. Fait que c'est de là qu'est parti mon projet. Parce que toi, tu avais déjà débuté, en fait, à faire des vidéos un petit peu, puis à un moment donné, tu as décidé vraiment d'en faire un projet qui allait plus perdurer, puis c'est là qui est intervenu. En fait, j'ai senti l'urgence de commencer le projet avant de rencontrer les gens qui allaient m'accompagner dans le projet, parce que je me suis dit, ce que je vis là, je le revivrai pas, là. Tu sais, ça va vite, c'est toujours des nouvelles étapes. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à faire le projet. Mais par la suite, Dominique a dit, ça sera jamais aussi près de toi, ce que tu filmes. Puis il avait tellement raison, parce que il y a des fois, dans une journée, que j'étais comme vraiment fatiguée ou que j'avais été malade, puis que la seule chose que je faisais dans ma journée, c'était de lever ma caméra de mon cellulaire une fraction de seconde sur moi. Fait qu'il y avait raison qu'on n'aurait pas pu capter ces images-là, là, avoir fait un film vraiment planifié, là. Nous, on a été super chanceux parce qu'on est parmi les premiers à avoir la chance de le voir. J'aimerais peut-être avoir votre feedback parce que, tu sais, dans le fond, Rachel explique qu'elle a voulu projeter un peu cette proximité-là puis cette réalité-là. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé que ça se sentait vraiment beaucoup dans le projet. Absolument. Vas-y, Louis-Paul. Ah, bien, moi, c'est d'emblée une démarche qui serait impensable là, il y a, mon Dieu, 10, 15, 20 ans. Une démarche comme ça au niveau de la création, de la genèse d'un film. Et c'est extrêmement efficace, effectivement, pour nous plonger. Rachel, tu racontes comment tu voulais, dans le fond... et je trouve ça super intéressant comme prémisse de dire, bon, bien, j'ai pas réussi, parce qu'on le sait tous, je suis un hypochondriaque moi-même, alors... l'Internet, on peut tout trouver là-dessus, trouver les réponses. Ça aussi, ça fait partie de nos rapports plus contemporains avec les médias. Et de ne pas avoir trouvé la réponse à « mais est-ce que je vais être capable de continuer d'être une mère pour mes enfants? » J'ai trouvé que le film que j'ai vu, nous plonge là-dedans, nous amène vraiment dans en tout cas, j'ai trouvé ça... j'ai juste un mot anglais qui me vient en tête, c'est le côté Willis de mon nom qui ressemble. C'est humbling, tu sais, c'est très... ouais, c'est très émouvant, touchant, mais c'est empreint aussi d'une plongée dans la quotidianité de cette traversée-là, de cette aventure ou mésaventure. C'est mieux placé que moi pour qualifier ça, mais on est là, on te suit, et je trouve que de pouvoir faire un film comme ça aujourd'hui, puis que ça sorte aussi bien en plus, parce que les images sont magnifiques, ça en dit beaucoup sur où on en est dans la possibilité que nous offre le cinéma pour nous exprimer sur une touche tellement plus personnelle que si ça avait été une production plus traditionnelle avec un studio, des producteurs, etc. Donc je suis un peu parti, là, mais je ne sais pas si vous vouliez... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis-Paul, parce que c'est aussi le fait de... Lorsqu'on crée un film, normalement, les acteurs sont maquillés, tout le monde est maquillé, tout le monde est monté. Puis là, en fin de compte, c'était tellement vrai. Puis c'est des choses qu'on a besoin de voir parce que c'est des choses qu'on voit pas, en fin de compte, ou très rarement. Puis moi aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est... À un moment, il y a ton mari puis tes enfants aussi qui prennent la caméra. Et ça, je trouve ça très, très fort parce que oui, à ton point de vue, effectivement, de toi, quand tu as la caméra, mais le fait que tes enfants prennent la caméra puis te filment de toi, t'as comme... tu changes en fin de compte d'empathie, et à un moment on passe avec toi, puis après on passe avec tes enfants, puis ensuite ton mari, par exemple, quand tu te réveilles à l'hôpital, et ça je trouve ça vraiment très très fort là. Franchement c'est puis tantôt on parlait de réalisation, que c'est comme t'as appris après que c'était toi qui étais la réalisatrice du film, mais en fin de compte t'aurais pu mettre tes enfants aussi un peu, ou en caméraman, tu sais, tes enfants puis ton mari aussi, ça aurait été, parce que c'est ça là, ça c'est très fort là. Il y a un côté très collectif, mais j'aimerais ça que tu l'expliques parce que c'est vrai, tu en as parlé un peu avant l'émission, mais tu sais, ça, c'est drôle, là. Tu as appris que tu avais réalisé un film après l'avoir fait, finalement. En fait, c'était un peu un projet particulier, hein. Tu sais, même au début, on a fait des demandes de subventions qu'on n'a pas eues, mais c'était difficile d'aller chercher des subventions parce que, tu sais, c'était un projet qui sortait de l'ordinaire, là, veux pas.
Oui. Puis là, quand que le festival m'ont appelé pour me dire, bon, Rachel, on a choisi ton film, mais non seulement on a choisi ton film, mais tu fais la clôture, c'était comme un beau cadeau pour moi. Mais là, ils m'ont demandé qui a fait la réalisation. Puis là, j'étais comme, ben, je suis pas certaine. Et là, ils m'ont demandé, bien, qui a fait quoi? Fait que là, je leur ai expliqué, bon, OK, Dominique a fait certaines images, il m'a coaché, Cédric m'a aidé au montage, il est venu lui aussi faire des images, puis, ben moi, j'ai fait le montage avec Cédric, puis j'ai tourné, j'ai choisi les images qu'on allait voir. Donc là, ils m'ont dit, ben c'est toi la réalisatrice. Ah, d'accord, je suis réalisatrice, ben c'est ça, C'était une heureuse surprise. Mais ça, je trouve que c'est intéressant, tu sais, justement, parce que, tu sais, a priori, tu n'aurais pas pensé non plus te ramasser à présenter un film au Festival du cinéma en tant que réalisatrice. Tu sais, c'était pas nécessairement dans ta trajectoire de carrière en effet. prédestinée. Puis finalement, ben moi, je trouve qu'il y a une démonstration de la démocratisation aussi des médias sociaux numériques. Puis, et numériques et visuels, absolument. Exactement. Ouais. Puis aussi, je trouvais ça intéressant quand tu nous disais que tu avais collaboré quand même avec Dominique Leclerc, puis tu sais, aussi avec Cédric qui t'ont conseillé à l'intérieur de la démarche, parce qu'il y a quand même certains codes aussi du cinéma, tu sais, ne venant pas toi-même du domaine du cinéma, j'imagine que tu as dû un peu t'adapter à ce langage-là. Fait que... En effet que Dominique, il m'a beaucoup coaché au départ, mais c'est sûr que j'ai aussi un œil artistique. Tu sais, je suis quand même dans des domaines artistiques depuis toujours. Donc, tu sais, j'étais quand même capable de percevoir ce qui était beau à voir. Puis je trouve aussi, tu sais, la nature, on la vit, la nature est tellement belle, c'est tellement beau, notre coin de pays, on le voit beaucoup dans mon film. Fait que toutes ces images-là là, de moi qui m'émerveille devant le paysage, puis la nature a tellement été aussi apaisante, puis m'a tellement accompagnée dans le processus. Fait que, oui, c'est ça, Dominique m'a coachée pour les images, mais ouais. Puis aussi, quand c'est venu le temps de faire le montage, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé le montage, même si les dernières images ont été filmées dernièrement, parce que c'est important pour moi aussi de parler de l'après-cancer qui est non négligeable. Mais quand on a commencé le tournage, même si ça faisait 20, 30 fois que je voyais les images, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Puis j'étais incapable à certains moments de faire des choix. D'où Cédric a été très, très bon, parce que c'était lui qui me coachait un peu, il me disait « Ah non, ça c'est très bon ». Puis il y a des images que je n'aurais pas prises parce que l'éclairage était mauvais, le son était pourri, je ne peux pas prendre ça. Mais il me disait « Non, on prend ça ». Surtout des scènes avec mes enfants, dans le lit, le soir. On voit à peine, mais le message qui se dégageait était tellement fort qu'il dit on prend ça. Mais tu sais, moi, j'aurais probablement pas choisi ces images-là. T'sais. Puis aujourd'hui, quand je réécoute le film, je me rends compte à quel point ces images-là sont puissantes, puis qu'il y avait tellement raison de les sélectionner. Mais oui, ça a été un beau travail d'équipe. J'aurais pas pu faire ça seule parce que, ben oui, à cause de mon manque d'expérience, mais j'ai été vraiment très bien accompagnée. Mais ça me fait... Oh, excuse-moi, mais ça me fait penser... quand on s'approche un peu plus des technologies numériques, il y a comme tout cet aspect de collaboration, puis beaucoup d'entraide en fin de compte, puis on n'est plus tant hiérarchique où chacun a son poste, c'est comme, ben moi je fais plusieurs choses, puis je touche à tout un peu, puis ton film, ton documentaire, il rejoint un peu là-dedans, où ça a été comme un peu une collaboration, donc je comprends pourquoi à la fin tu fais comme, ben je pensais pas être réalisatrice aussi, là. Puis il y a un autre point qui m'interpelle, c'est le fait de... Quand tu dis quand même cette image-là, elle n'était pas belle, en fin de compte, parce qu'effectivement, on s'éloigne peut-être plus des codes cinématographiques, mais en même temps, quand on voit les nouveaux médias aujourd'hui, puis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des images qui sont vraiment pas belles, et pourtant, elles font le tour du monde, tu sais. Donc, c'est quand même plus le contenu qui est peut-être poignant puis important que le contenant, en fin de compte, là-dedans. J'ai envie de faire un miroir à Louis-Paul là-dessus, par rapport à ces images-là puis ces codes visuels-là qui changent. Mais d'emblée, je veux juste rebondir sur un truc super intéressant que Camille a mentionné et qui rebondissait à son tour sur ton propre retour sur tout le processus créatif. C'est que je pense que cette thématique de nouvelles formes d'écriture au cinéma, on voit un bel exemple avec un film comme le tien. Et
toute cette question de, bon, mon Dieu, c'est moi qui ai réalisé le film. Les rôles traditionnels, tu l'as bien dit, Camille, sont complètement bouleversés par les nouvelles modalités d'écriture scénaristique, visuelle, même le montage. Et là, quand on tourne nous-mêmes les images, on en a tous un dans nos poches, un téléphone. J'ai des enfants aussi, j'ai des gigaoctets de métrages que j'ai jamais même pris la peine de dérocher en me disant que si je vais faire avec ça un jour, mais de le faire. Après ça, il y a un attachement avant les images que j'ai tournées, que ma conjointe a tournées, que mes enfants eux-mêmes en gossant, en remplissant mon téléphone de petites folies le matin avant qu'on se lève. Là. Bref, c'est un exercice extrêmement difficile et ça revient. Je reviens à ta question, Maude. Alors oui, il y a ces images auxquelles on est plus surpris peut-être de s'attacher parce qu'elles ne répondent pas nécessairement au style auquel on est habitué de la part d'un certain cinéma, disons, mainstream, là, entre guillemets, là, un cinéma plus populaire, produit, diffusé en tant qu'artefact culturel dominant, finalement. Encore une fois, si on vient à l'idée d'une nouvelle modalité d'écriture, on peut sortir, je pense, plus facilement du créneau très, très contraignant de qu'est-ce qu'une belle image ou qu'est-ce qu'une image qui va parler. Puis tu parlais justement, ce que l'image va dégager qui prime sur ce que l'image, comment elle est enrobée, disons, son esthétique, etc. Absolument. Je pense que on pourrait faire des heures juste à parler de comment les médias numériques ont profondément modifié la donne là, en ce qui touche la création cinématographique. Mais ici, notre rapport avec l'esthétique, avec la plasticité des images et laquelle de ces images-là correspond à quelque chose qui va me toucher versus juste me conforter comme je le suis tellement chaque fois que je vais voir le film du vendredi soir au cinéma ou le Netflix, le trending, là, excuse-moi Dieu, je parle donc bien franglais aujourd'hui. Le Netflix du moment là, qui va me conforter un vendredi soir alors que cette montée d'un cinéma, bon, déjà produit à l'extérieur des balises habituelles, mais qui en plus va venir me confronter, me déranger. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Moi, je le dis souvent sur toutes les tribunes possibles, dans mes cours, peu importe. Le cinéma, c'est un art au potentiel radical, c'est très, très sous-exploité. Mais quand on plonge dedans, on est vraiment capable de déranger notre spectateur d'une belle façon. Là. Puis je trouve que Danser sous la pluie, c'est ça. C'est un film qui ne peut pas, ça peut pas laisser indifférent. Ça va pas me conforter comme le petit film tranquillou là, que je vais écouter juste pour me changer les idées. Alors là, j'ai fait un zigzag incroyable de tout ça. Écoute, on est là pour zigzaguer. Nous autres, on boit des mojitos puis on zigzague. C'est ça le concept de l'émission. On devrait changer de nom même. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on parle comme de la puissance aussi qui se dégage de ces approches-là qui sont comme peut-être un peu plus collées à la vraie vie ou à la vraie réalité comparativement à ce qu'on voit dans l'industrie puis toute cette production-là qui est tellement normée. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être ça que tu nous parles un peu de... Justement, tu disais que vous aviez fait des demandes de subventions puis que ça n'avait pas passé. Puis je comprends pourquoi. Parce que c'est pas un projet que tu peux expliquer le résultat qui va sortir, mais quand on fait une demande de subvention cinématographique, il faut expliquer ça va être quoi la finalité. Fait alors que là, c'est écrit, cette finalité-là. Oui, c'est ça. C'est fascinant. Puis, c'est ça, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'en même temps, là, on a comme quelque chose qui est extrêmement vrai, qui donne un message super pertinent pour la société, etc., mais qu'on n'est pas capable d'intégrer dans nos mécanismes de production industrielle. Il y a un enjeu là. Absolument. Oui, bien, je vais difficilement débattre sur ce point de vue-là, dans le sens que, tu sais, pour moi, je ne sais pas vraiment habituellement c'est quoi, tu sais, je veux dire, on a présenté des projets qui n'ont pas été acceptés. Oui, c'était difficile de démêler tout ça, qui avait fait quoi. Puis d'ailleurs, tantôt, quand que je disais, j'étais étonnée de savoir que j'étais la réalisatrice parce que, oui, tous les rôles étaient un petit peu entremêlés, comme que vous disiez tout à l'heure. Puis, tu sais, j'avais pas la prétention de dire j'ai réalisé le film alors que je savais très bien que
80% des images, c'est Cédric qui les avait choisies, tu sais. Fait que je pense que ça va aussi dans le rôle de réalisateur. Mais pour financer le film, en tout cas, nous, on a au départ fait une campagne de sociofinancement qui a super bien marché, assez que le soir, j'ai appelé ma sœur en pleurant parce qu'elle est très communication, puis c'est tout elle qui s'occupe de ce volet-là. Puis moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi intenses dans la campagne de sociofinancement. J'ai ramassé 10 000 dans le temps de le dire, puis ça m'a profondément touchée. Puis là, ce que ma sœur m'expliquait, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Là, c'est sûr, les gens là, sont là depuis le tout début de l'annonce du cancer, puis ils veulent juste t'aider, mais ils ne savent pas quoi faire. Fait que là, je venais de leur ouvrir la porte en leur disant, bien, si vous voulez m'aider, gars, moi, j'ai un projet, là. J'ai trouvé un sens à mon cancer, je vais faire un film, envoyez-moi des sous, puis je vais les dépenser pour aider les autres. Mais là, pour le financement de la suite du film, on a déposé dernièrement une autre demande. Puis sinon, notre but, c'est pour se rembourser, parce que là, on a fait un prêt pour payer le film qui ne nous a pas coûté si cher que ça, comparé à d'autres productions cinématographiques. Là, bien entendu, c'était fait avec les moyens du bord, mais c'est ça. On pense peut-être, dans le fond, fournir un lien payant que les gens vont pouvoir aller visionner le film en déboursant une certaine somme jusqu'à ce qu'on ait remboursé, dans le fond, les sommes qui n'ont pas été remboursées jusqu'à présent. Puis éventuellement, j'aimerais vraiment ça qu'il soit gratuit parce que mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Puis c'est ça. Est-ce que vous avez exploré c'est quoi les plateformes de diffusion que vous vouliez aller chercher? Parce que là, il va être diffusé au festival. Après ça, il va sortir en salle à Rouyn-Noranda. Est-ce que vous avez... côté web, puis etc., ça va être quoi la vie? Bien, en fait, ça, c'est vraiment Daniel qui s'occupe vraiment de tout ce volet-là. Mais jusqu'à présent, je crois que ça va être un lien YouTube, dans le fond, qui va être diffusé aux gens. Puis je suis aussi, en fait, je suis sur un comité national en cancérologie avec qui je discute beaucoup pour savoir de quelle façon on pourrait rendre accessible le film là, aux gens. Parce qu'au début, ce que je disais, on s'est questionné, tu sais, notre but, c'est-tu de faire les festivals? Notre but, c'est-tu de faire les salles, tu sais? Puis le but, c'est vraiment d'aider les gens atteints et leur entourage, dans le fond. Fait que ça, je dis à ma soeur, moi, ce film-là, personnellement, quand j'ai appris que j'avais le cancer, j'aurais pas aimé ça, voir ça au cinéma, là. Moi, j'aurais voulu voir ça dans mon salon, puis avec ma boîte de Kleenex, là, puis broyer ma vie, là. Fait que, tu sais, c'était tout ce volet-là aussi qu'on s'est beaucoup questionné là, au niveau de la diffusion. C'était quelle ligne directrice qu'on allait emprunter, là. Donc, d'où le lien... Internet qui va être accessible aux gens. En tout cas, c'est la ligne que, pour le moment, on envisage. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi, là. Oui. Puis moi, je vais peut-être un peu revenir en arrière. Là, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand je pense que je présume, en fait, compte que quand on fait des demandes de subventions pour sortir un film, c'est parce que tu as un scénario, parce que tu as un storyboard et tout ça. Mais là, toi, tu ne l'avais pas, en fin de compte. Donc, c'est comme si tu avais pris les étapes de travail à l'envers, où tu as comme filmé avant, puis après, tu as choisi tes images de montage, alors que normalement, non, c'est comme ça, je veux ça comme scène, comme plan, donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris mon storyboard en fonction. C'est sûr que pour les gens qui, à l'administratif ou qui gèrent des demandes de subvention, ben, eux, ils doivent dire, mais ça va aller nulle part, ça, c'est sûr, c'est pas organisé, entre guillemets, mais c'est pas le cas, c'est faux, là, puis ton film, il nous le prouve clairement. Puis une fois que le projet est terminé, il est trop tard. C'est ça. Tu peux pas être trop actif. Non, c'est ça. Mais parce que c'est un projet qui s'écrit au fur et à mesure qu'il se déploie, forcément. Alors, tu as mis le doigt sur une problématique super intéressante, Maude, parce que comment, justement, aider à la réalisation, mener à terme des projets comme ça, tu sais, qui sont des projets qui doivent, des discours qui doivent être tenus, qui doivent être diffusés. Alors, je trouve que c'est un exemple de collision entre les manières de faire traditionnelles du cinéma traditionnel et peut-être ces nouvelles formes plus émergentes où, tu sais, on peut tous... de façon quand même beaucoup plus facile qu'avant, se plonger dans ce monde-là. Parce que si on pense à certains films cultes qui ont été produits avec les moyens du bord, comme on dit, le premier Christopher Nolan ou le premier Darren Aronofsky, c'est des films qui ont coûté
des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à l'époque. Et pour les 2 films dont je parle, on parle de la fin des années 90, parce que c'était tourné en 16 mm ou avec, les moyens du bord, mais les moyens du bord, je veux dire, c'était d'appeler tout le monde qu'on connaissait à cotiser des montants vraiment impressionnants. Tout ça pour dire que... et encore là, ce sont des exemples de films de fiction typiques. Là, on n'est pas du tout dans le même registre que Danser sous la pluie. Alors, comment est-ce que les organismes subventionnaires et tout ce qui se trouve en amont d'une production doit être repensé pour vraiment permettre à ces nouvelles modalités d'expression-là, de vraiment pouvoir s'émanciper, se développer, donner des films aussi touchants que le tien. Donc, c'est super important, là. Moi, ça me fait réfléchir. Tu sais, quand je le voyais, je me disais que c'était presque... Parce qu'il y en a quand même des courants aussi dans le cinéma, puis au Québec, on en a quelques-uns, là, des réalisateurs de cinéma, plus dans le cinéma direct, tu sais, qui ont un peu eu des approches comme ça, qui ont eu beaucoup de problèmes aussi avec ces enjeux-là de financement, mais qui finalement ont fait des très belles carrières, justement à cause de la proximité des... Puis il y avait l'ONF qui a joué un très gros rôle. Il y avait l'ONF qui agissait vraiment à titre d'incubateur pour ces projets-là. Et là, on se questionne un peu à savoir, mais ces incubateurs-là, maintenant, ils sont où? Est-ce qu'ils sont encore présents alors que maintenant, on a des médias qui sont complètement émergents, comme justement juste le fait de te promener puis de filmer avec le cellulaire. On le voyait. En fait, au début, tu disais, il a fallu qu'il m'explique qu'il fallait que je filme de façon horizontale. Mais ça, là, c'est la base. Mais moi, je passe mon temps à le dire à ma conjointe parce qu'elle filme les gens. Elle dit, prends une vidéo, c'est super cute. Puis là, elle filme avec mais ça, je me dis toujours, un jour, je vais vouloir monter quelque chose. Puis là, c'est pas le bon format. Mais est-ce qu'on peut penser que les formats peut-être du cinéma vont même peut-être évoluer éventuellement? Bien, parce que là, les supports sont multiples. Je sais qu'il y avait Xavier Dolan, à un moment donné, qui avait fait évoluer son cadre avec une recherche, puis il n'était pas le premier non plus à faire ça dans l'histoire du cinéma. Je me demande à quel point le vertical ou le carré ne va pas... Ben moi, je pense que oui, parce que quand on voit en communication, déjà sur les statistiques, là, rien que les publicités, les photos, les vidéos qu'on publie, elles marchent moins bien quand elles sont horizontales. Puis les gens regardent de plus en plus souvent Netflix sur leur téléphone, parce que maintenant, Netflix a une application, mais ton téléphone, c'est plus pratique de le tenir de façon verticale, en fin de compte, parce que pour ta main, c'est comme l'ergonomie est plus simple. Donc, moi, je pense clairement qu'au bout d'un moment, Netflix, je dis ça... Je suppose que Netflix, dans son application, tous les films vont être en vertical, puis que tout le monde va les regarder comme ça au bout d'un moment, tu sais. Il va sûrement y avoir des productions. Ça va donner. J'avais jamais pensé à ça. Je dois être un peu puriste là, au niveau de la forme cinématographique. Pour moi, c'est en scope, là, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis je me demande, tu sais, comme les anciens films, ils vont... Parce que tu crées un nouveau film, ok, tu t'adaptes à ce format-là, mais les anciens films, ils sont toujours en 16, 9e et tout ça. Moi aussi, j'adore ce format-là, Louis-Paul, vraiment. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Là. Ah, puis aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, un aparté un peu rigolo, mais sans grande pertinence. Toutes ces vidéos qu'on peut voir sur Facebook, justement, où quelqu'un tourné à la verticale, mais là, pour remplir, on a comme du flou en arrière-plan. Moi, c'est un cas de nausée instantanée pour moi quand je visionne ça. Mais bref, fin de la parenthèse non pertinente. Ce sont d'excellentes questions. Chose certaine, moi, jamais il ne me viendrait à l'esprit de penser que le format est fixé désormais au cinéma. Il évolue depuis toujours. C'était 1:1, 4:3, 16:9 ou à peu près, parce que il y a différents formats à l'horizontale. Où est-ce que ça va aller? C'est sûr que la capacité de un peu tout le monde de se faire producteur d'image avec des dispositifs qui sont à notre portée, qui font des trucs hallucinants. Moi, je me souviens à l'époque, autre petite parenthèse un peu moins impertinente, quand l'iPhone 4 est sorti, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook avait fait un film avec son iPhone 4. C'est un réalisateur qui a fait des films incroyables. De dire, ce gars-là, on est quoi, peut-être en 2012-13, à cette époque, a décidé de faire un film avec son iPhone. Clairement, il y a un gros...
Juste ça, c'est du discours. C'est comme un gros, mon Dieu, le franglais qui revient, mais un gros statement là, de dire un réalisateur chevronné qui a fait des films importants se tourne vers son mobile pour faire des films. Ça montre deux choses, l'éclatement des dispositifs, mais aussi l'éclatement des moyens. Parce que ces moyens-là deviennent tellement plus accessibles, mais aussi impressionnants. Ce qu'on peut faire avec un iPhone ou peu importe, là, un mobile aujourd'hui, en termes d'image, c'est fascinant. En termes de qualité, ça change énormément. Puis, on parle sur un horizon de temps quand même assez limité. Réduit. L'arrivée quand même des caméras numériques, puis que ce soit accessible d'une façon qui est plus élargie. On parle d'après les années 2000 quand même, là, que ça a commencé à être... Avant, on était encore beaucoup dans la pellicule, etc. Après ça a été des caméras moins accessibles. Puis là, on a commencé à avoir une accessibilité plus pour des petits producteurs vers peut-être le début des années 2000. C'est très, très, très récent, là, puis là, maintenant, n'importe qui, dans sa main, avec le nouveau téléphone de l'année, peut avoir accès à une caméra qui a quand même une qualité, puis une certaine stabilisation automatisée, puis etc. Donc, il y a des outils de plus en plus performants. Moi, j'ai envie de te relancer, Camille, par rapport à la présence, parce que là, on a parlé un peu de l'éclatement des formats, de l'éclatement des dispositifs, mais aussi dans les expériences qui sont plus numériques, on commence à en voir de plus en plus une mixité qui se crée avec, cinéma, vidéo, on s'entend que, rendu là, la ligne, je sais plus c'est quoi, mais on commence à voir l'utilisation de ces technologies-là plus vidéo à l'intérieur des dispositifs qui sont projetés n'importe où, finalement. Oui, vraiment. Puis moi, j'irais aussi dans un sens où l'interaction avec les films, là, c'est que je trouvais très intéressant. Je me rappelle, ma première année, je pense à la maîtrise, Louis-Paul, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'avais regardé un film qui s'appelait Tantale, qui avait été fait par les Nouvelles Écritures de France Télévisions. Puis en fin de compte, tu allais devenir président, je pense, des États-Unis, puis c'était sur ordinateur, puis tu choisissais en fin de compte, tes actions aussi. Donc ça aussi, je trouvais ça super intéressant. Le scénario était comme vraiment éparpillé. Puis récemment, j'ai regardé, je ne sais pas si je vais savoir le prononcer, mais Bandersnatch, le film de Black Mirror. Là. Ouais. Puis moi, je trouve ça vraiment intense, là, les actions qu'ils te demandaient de faire et ainsi de suite. Puis ils disaient, je pense que, là j'avais les infos, ils avaient comme 8 scénarios en fin de compte de créer aussi. Ils avaient, avant de sortir le scénario final, puis scénario multiple, là, parce que beaucoup de propositions, ils ont travaillé, ils ont fait 8 scénarios brouillons, entre guillemets, avant de sortir ça là, sur Netflix. Donc ça aussi, on parle des nouvelles écritures, mais il y a aussi tout ce rapport, en fin de compte, d'interactivité, puis de la place du spectateur, en fin de compte, parce que je trouve que le spectateur, c'est peut-être très personnel, hein, le spectateur est très passif quand on regarde un film. Puis je trouve ce qui est intéressant avec ton film aussi, Rachel, c'est que le fait que ce soit filmé au téléphone, puis qu'on participe à ta vie intime un peu, là, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on devient très actif en fin de compte émotionnellement, puis c'est un peu comme lorsque tu dois choisir, faire le choix pour la personne qui est sur l'écran, là, psychologiquement, là, tu es plus actif, tu appuies sur le bouton, c'est toi qui appuies sur le bouton, c'est toi qui lui dis quoi faire. Ça, je trouvais ça aussi très fort, là. Mm-hmm. Je pense que je me suis un peu éloignée de ta question, Maud. Non, mais moi, je pitche des questions, puis le but, c'est que vous partiez en chire. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a énormément marqué, puis tu sais, je te dirais, pour revenir à ton film, là, tu sais, dès le début, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, puis je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais pour moi, il y avait à la fois une proximité dans le fait qu'on était dans tes images d'archives, mais en même temps, un peu une distanciation parce que ça avait un caractère presque nostalgique, ce qu'on voyait, étant donné que c'est comme des souvenirs. Tu sais, habituellement, le contexte dans lequel on regarde des images comme ça, c'est des souvenirs. Tu sais, ah oui, je me souviens de cette année-là. Fait que là, j'avais comme un double... Puis en même temps, une espèce de sentiment d'imposteur, de rentrer dans le quotidien de quelqu'un, mais bon, il y a une volonté, en même temps, on sait qu'il y a une volonté de ta part de le partager. Fait en tout cas, moi, j'ai eu une expérience quand même très particulière, puis j'ai beaucoup embarqué. Ça m'a mis en activité, là, pour revenir à ce que tu disais, là, dès le départ, dans ma posture. Là. Je ne sais pas si vous avez eu... quelle a été votre expérience
Moi aussi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, et surtout, je pense qu'à un moment, Rachel, tu dis comme c'est comme un blog, où pas un blog, mais où tu te confies, en fin de compte, tu as besoin, tu te sers de ça pour parler, puis pour t'exprimer, et ainsi de suite. Puis là, je trouve que ça vient vraiment te chercher, parce qu'on te dit, je te parle à toi, puis t'es mon confident, en fin de compte, un peu. Donc là, c'est à ce moment-là, moi, j'ai fait comme, oh oui, effectivement, ouais. C'est un peu comme mon journal intime. Oui, hein? c'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai été très étonnée parce qu'à un moment donné, ma mère me dit... parce que moi, je suis une personne quand même assez réservée. Je ne parle pas beaucoup de mes émotions, de mes sentiments. Puis ma mère me dit, c'est bien, tes petites vidéos, Rachel, je pense que c'est bon pour toi. Puis elle avait tellement raison. Là. C'était comme un peu ma thérapie, en fait. Là. Ce film-là était un peu ma thérapie parce que ça m'a permis d'extérioriser tout ce que je vivais haut et fort, dans le fond, puis de le partager avec d'autres gens. Là. Mais ouais, ça a été... ça en effet, c'est un peu comme mon journal intime. Bien, je pense qu'on arrive à peu près au temps qu'on avait, puis j'ai comme envie de te laisser le dernier mot parce que, tu sais, je sais que ce projet-là, tu l'as fait aussi en pensant à toutes les personnes que tu pourrais aider Fait que je te laisserai un mot que tu as envie de leur dire à ces personnes-là. En fait, avec du recul, quand je regarde mon film, ben à la base, je suis une personne très positive et très qui aime la vie, hop, la vie et tout. Et au départ, vous m'auriez demandé qu'est-ce qui va le plus te marquer, tu penses, dans le parcours au travers le cancer, Rachel. Puis c'est sûr que je vous aurais dit la chimiothérapie, là, parce que ça me faisait une peur bleue. Mais non, quand je regarde mon film, puis quand que je regarde tout mon parcours, ce qui m'a le plus marqué, touché, bien, c'est tout l'amour que j'ai reçu. C'est incroyable. Là. C'est comme, ça a été ma fête pendant 2 ans. Là. J'ai reçu des petits mots d'amour, j'ai reçu des porte-bonheur, j'ai goûté à toutes les sauces à spag de mon entourage. Ça a été comme juste du gros wow. Là. Fait que je pense que l'entourage joue vraiment un rôle primordial dans la traversée au travers le cancer. Puis ça, c'est non négligeable. Là. Vraiment. Fait que oui, mes passages à l'hôpital ont été difficiles. Ça a été probablement les passages les plus difficiles, mais quand que je sortais puis je revenais chez nous puis que j'étais entourée de mes amis et tout, bien, j'ai vraiment eu des beaux moments, là, des moments de bonheur. Puis je vous dirais encore plus qu'avant parce que tu réalises que tu es mortel, tu réalises que les gens qui t'entourent sont précieux puis que tout le moment présent, il faut le vivre puis il faut le vivre à fond. Fait que c'est ce que je retiens, moi, de ma traversée au travers le cancer, puis je pense que c'est ce qui se dégage beaucoup de mon film, l'amour. Ouais. On ne peut qu'encourager les gens à aller... je pense que ça doit être complet pour la soirée de clôture au Festival du cinéma. Absolument. Ouais. En tout cas, regardez d'un coup qu'il reste des places. Sinon, il va être au cinéma Paramount et ensuite, à vous tenir au courant, là, à suivre peut-être les différents réseaux parce que c'est vraiment un très beau film, différent aussi, puis qui donne une perspective très particulière sur un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes. Fait que, merci d'avoir fait cette démarche-là, honnêtement. Merci, ça me fait tellement plaisir. Camille, je pense que tu avais fait une petite... Tu nous avais trouvé un petit quelque chose là, par rapport aux nouvelles écritures. Alors, je vais te laisser freestyle le micro, vu que... Ce ne sera pas du freestyle, je vais lire, mais oui, effectivement... Tu vas pas le rapper, non? Eh boy, non! Un slam, là, non? En faisant mes recherches un peu sur les nouvelles écritures, je suis tombée sur un manifeste pour les nouvelles écritures qui a été écrit en novembre 2013. Alors, moi, je l'ai lu, puis après, j'ai découvert la date. Puis, en découvrant la date après, je me suis rendu compte qu'il était vraiment d'actualité aujourd'hui, puis que c'est quand même quelque chose qu'on devait garder dans nos mémoires. Donc, je vais juste vous lire le manifeste, il n'est pas très long, vous en faites pas. Donc, c'est Manifeste pour les nouvelles écritures. Énoncé d'intention sur la production culturelle numérique et interactive québécoise. En création et production numérique, la planète entière a les yeux rivés sur le Québec alors qu'il n'existe aucun soutien tangible pour ces nouvelles formes d'écriture. Le 15 novembre 2013, le groupe de travail sur les enjeux du cinéma québécois dépose au ministère de la Culture son rapport sur l'avenir du cinéma sans mention notable de la création numérique. Nous sommes un groupe informel de créateurs, producteurs et diffuseurs qui ont participé au processus de consultation. Nous croyons que le numérique est une industrie culturelle à part entière et qu'elle doit avoir une place à la grande table de la culture. Afin d'avoir un impact local, durable et mondial, nous devons soutenir les nouvelles écritures maintenant. Et voici ce qu'ils disent. Le Québec est actuellement une référence mondiale en création interactive. Nul n'est prophète en son pays.
Les publics québécois ne sont pas conscients que les artistes et producteurs d'ici changent le visage mondial du numérique. Nous voulons d'abord et avant tout créer pour le public et la culture d'ici. La création interactive n'est pas une déclinaison d'une autre forme d'expression, elle est une forme artistique en soi. Il faut nommer la pratique et l'appuyer pour une démarche qui lui est propre. L'industrie de l'interactivité est une industrie culturelle. Ses créateurs ne sont pas des fournisseurs de services. C'est par une pratique appuyée qu'émerge une culture d'auteur. Scénariser un projet interactif est aussi prototyper des idées artistiques et technologiques. Le code de programmation est un outil d'expression. Il faut créer les circonstances favorables à l'émergence d'une culture d'écriture interactive. L'acte de diffusion fait partie du geste de création. Le média québécois curateur et diffuseur d'œuvres interactives d'auteurs n'a pas encore vu le jour car le numérique est déjà sorti des écrans. Les œuvres interactives québécoises doivent être conservées pour que les futurs créateurs numériques sachent qu'ils s'inscrivent dans une lignée et une histoire propre au Québec. Afin de maintenir son leadership mondial en création interactive, le Québec doit mettre en place un soutien dédié et durable aux artistes et aux entreprises culturelles du numérique. Ce soutien doit se décliner en développement et en production. Fait à Montréal en novembre 2013. Ceux qui ont signé et qui ont participé: Antonello Cosolino, producteur chez Attraction; Thibaut Duvernex, réalisateur chez Département; Émilie F. Grenier, designer interactif; Philippe Lamarre, producteur chez Toxa; Miko Marquis-Rose, producteur chez LP8 Media; Mélissa Mongia et Mouna Andraos, réalisatrices chez Daily Tous les Jours; Vincent Morisset, réalisateur chez Aatoa; Hugues Sweeney, président du conseil d'administration de Mutech; et Yako, Jean-Christophe Iacono, réalisateur à la compagnie Invisible. Voilà. Alléluia! Et ça, c'est 2013. Donc, je ne sais pas à quel point ça a tellement cheminé. Je pense qu'on n'a toujours pas d'industrie dédiée aux médias sociaux numériques ou à la création numérique en tant que telle. Mais on se rend compte qu'on est des leaders quand même en la matière, puis qu'il y a une créativité foisonnante qui vient à la fois des professionnels et des créateurs spontanés comme Rachel. Je te laisserai peut-être présenter un peu nos invités, leurs annonces, etc. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on suive dans les prochains temps. Alors, je vais vous inviter, bien évidemment, à aller voir le documentaire de Rachel. Donc, à partir du 13 novembre, pendant une semaine, au cinéma Paramount à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or le dimanche 15 novembre à 19h et le lundi 16 novembre à 13h10 et à 19h. Et finalement, le jeudi 19 novembre à Ville-Marie. Est-ce que c'est bien ça, Rachel? J'ai pas les dates sous mes yeux, mais je crois que ça ressemble à ça, oui. Oui, sinon, allez suivre. Tu as une page Facebook, Rachel, et puis je sais que tu as fait quelques publications, donc je pense que vous pouvez aller suivre la page Facebook de Rachel. Il va y avoir les informations au fur et à mesure. Puis, en fin de compte, pour Louis-Paul, moi, j'aurais envie de parler de tes chroniques médias et société qui paraissent dans l'indice bohémien. Ouais. Parce que tu as été mon professeur, puis à chaque fois, je lis tes chroniques. Puis ça me fait du bien, ça me rappelle tes cours qu'on avait en maîtrise. C'est une révision. C'est une révision. Donc moi, je vous inviterai à aller lire les chroniques de Louis-Paul. Mais Louis-Paul, si tu as une autre annonce à faire, tu es vraiment libre de la faire. Non, je n'ai pas d'autres annonces qui me viennent à l'esprit, mais merci beaucoup de parler de cette chronique. Puis sinon, on s'inscrit soit au bac ou à la maîtrise en création numérique. Le public est toujours bienvenu à m'écrire avec des questions par rapport au programme en création numérique à l'UQAT, ça c'est sûr. Alors, je vais remercier. Est-ce que tu avais d'autres... oui. Je vous inviterai à réécouter notre émission qui est en live Facebook sur la page du Festival du cinéma, puis sur la page Avantage numérique, les pages Facebook. Puis ensuite, elle sera mise sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas, si ça vous tente d'aller la réécouter, d'y aller. Puis, on mettra du contenu sur notre site Internet autour de ce podcast. Voilà, c'est beau. Super. J'oubliais nos annonces à nous. Là. Je ne suis pas très auto-marketing. J'ai manqué ma shot. Alors, je remercie vraiment beaucoup nos invités. Donc, merci Louis-Paul Willis d'avoir été avec nous, Rachel Roy aussi. Je te souhaite d'avoir vraiment beaucoup de plaisir à cette présentation-là, à la soirée de clôture. Je suis convaincue que le public va beaucoup apprécier. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'est super agréable. Merci de m'avoir reçu.
Merci aussi à l'équipe qui a travaillé sur l'émission, Camille Barboteau qui était à la promotion et au contenu, avec Cédric Poirier aussi qui a travaillé à la promotion beaucoup, à la technique, Valentin Foch et Maverick Floquet qui nous a réglé tout ça comme un chef à 2 mètres de distance, etc. Merci beaucoup. La musique d'introduction et de fin, qui est une création de l'artiste Dominique Lafontaine. Alors, vous pouvez aller suivre ses différents réseaux si vous voulez en savoir plus sur son travail. Merci aussi aux partenaires financiers de la communauté Avantage numérique qui nous laissent faire des podcasts comme ça sans nous demander les scénarios à l'avance. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire sur le moment et ce qu'on juge pertinent. Le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, l'administration régionale de la baie James et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, donc nos partenaires de la communauté Avantage numérique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison, en Facebook Live ou en différé via Apple Podcast et tous nos réseaux. On espère que vous avez passé un beau moment puis que vous avez apprécié la discussion qui pourrait d'ailleurs se poursuivre, je pense, parce qu'il semble avoir quand même plusieurs éléments intéressants qui sont sortis. N'hésitez pas aussi à venir nous donner du feedback ou vos commentaires là, sur les différents réseaux de la communauté Avantage numérique, groupe Facebook, page Facebook, ou nous écrire. Là, ça nous fait toujours plaisir de recevoir tout ça. Et merci à toi, Camille. Là, je me disais qu'il va falloir se trouver un autre party quelque part parce que là, on n'en a plus de prévu, là. C'est sûr que c'est pas facile dans la situation actuelle, mais là, il faut se trouver un autre moment. Là. Et puis en plus, d'habitude, je finis toujours par on se retrouve demain, mêmes heures, mêmes ondes, même morito, mais là, en fin de compte, ça marche pas. La dernière fois, on avait pogné Émilie Villeneuve direct, puis on y avait dit « Ah, la prochaine fois », mais là, non, ouais. C'est ça. Fait que si jamais vous avez un endroit là, ou un événement où vous voulez qu'on fasse un podcast Mojito Électro, l'invitation est envoyée. Vraiment. Puis on vient, on s'occupe des invités, on amène les moritos. C'est plutôt un bel avantage. C'est pas pire sympa, pas pire sympa. Mais surtout, merci à toi, Maude. Et puis, je pense qu'on peut vous laisser donc avec la musique After Work de Dominique Lafontaine.